OK. Donc, le fil passe-bas réel. Là, faut voir comment on fait pour juxtaposer deux signaux. Ben, ce qu'on peut faire, c'est le faire point à point. Là, je vais retourner au tableau avant de continuer ces notes de cours. Donc, tantôt, on a vu que si je prenais une pointe d'un profilomètre, ceux qui travaillent avec des profilomètres un jour, ils vont, ils vont se souvenir de moi parce que ils vont parler de profilomètre à convolution, justement. Ben, c'est exactement ça qui se passe. Imaginez que vous avez votre profilomètre qui a cette forme d'onde-là, okay, la pointe est là, puis que vous venez faire quelque chose comme ça. J'ai une surface à. Bon, évidemment, non, je vais le recommencer. Hop. Je vais faire ma pointe ici, comme ça, puis je vais venir. Si j'ai ça, ben, on voit très bien que certaines surfaces, il n'y aura pas de problème. Ça va donner le résultat, on va le faire en rouge. Ça va donner quelque chose comme ça. Puis ici, hop, 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 et là, hop, jusque là, jusque là. Je vais essayer de faire ça à l'échelle, là. Donc, à cause de mon profil, ça, c'est une pointe qui est très, très petite. Imaginez que ça, c'est 1 micron, puis que mes traces sont un petit peu très proches de micron, peut-être un petit peu en dessous, peut-être un petit peu au-dessus. Donc, évidemment, ma pointe, je peux. Si j'avais pu la faire plus petite, je l'aurais faite, mais j'aurais peut-être payé plus cher aussi. Donc, mais plus petit veut dire plus de défis. Donc, grosso modo, ce que je veux vous montrer, c'est que ça, c'est analogique. Si on voulait faire exactement, avoir un résultat qui est la juxtaposition comme ça des deux signaux, qu'est-ce que je devrais faire? Ben, je vais y aller avec des points. Ce que je vais faire, c'est que je vais transformer chacun des signaux comme étant une série de points. En numérique, c'est ça qu'on fait, hein? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque position des deux signaux. Je vais en mettre un fixe, puis je vais prendre chaque position de l'autre, puis je vais le déplacer. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier chaque point et je vais les additionner à chaque position. OK? Ça serait par exemple x0, x1, x2, jusqu'à. Ici, là, je peux en avoir mis plusieurs, jusqu'à xn. J'ai n points. Puis je vais avoir y qui serait mon deuxième signal. On va plutôt l'appeler w, tiens. W, ça serait W0, W1, W2 jusqu'à WN. Ah, WM. Parce que je pourrais avoir, sur un des signaux, je pourrais avoir plus de points. Par exemple, habituellement, on s'assure que N égale M, mais ça veut dire qu'il y a le même nombre de points dans les deux. Mais bref, on s'en fout un petit peu pour l'instant. On va garder ça simple. N égale M. Donc, on a le même nombre de points pour les deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun des points de X. Donc, X0, on va le multiplier par W0 plus X1, W1 plus X2, W2 plus 3 petits points jusqu'à X N, W, M, WN. Ah, on va avoir le même nombre de points, N. OK? En faisant ça, là, on a fait un seul point de la sortie. OK? Un seul point de la sortie. Ça serait le point 0. Je vais l'appeler P. Donc, P0 égale ça.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on déplace le signal d'au-dessus, puis on va refaire la même chose. Fait qu'évidemment, hop, ça se peut que j'aille plus de points, mais je vais juste prendre une partie, tout ce qui est au-dessus de mon signal. Fait que là, je vais avoir un nouveau calcul qui va être P1, qui est égal à X, je vais l'appeler X moins 1, W0, plus X0, W1, plus X1, W2, 3 petits points, jusqu'à Xn-1, Wn. Ça, c'est mon deuxième point. Ainsi de suite. Dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'on voit très bien que c'est ça ici qui se déplace. Puis je garde toujours la même largeur, le même nombre de points, puis je déplace ça comme ça. Non, excusez, c'est pas... Ouais, c'est plutôt l'autre qui se déplace. C'est lui qui se déplace ici, puis qui se déplace comme ça. Fait que je vais garder toujours le même nombre de points, puis je me déplace comme ça. OK? Ça revient à la même chose, un relatif à l'autre. Ce que je veux vous montrer, c'est surtout le fait qu'on multiplie point par point, puis on additionne. Ça nous donne un point. Dans le fond, si vous regardez ça, sommation des x i w i de i égale à 0 jusqu'à i égale à n. Ça, c'est pour chaque point. OK? Fait que, ce qu'on fait, on fait une sommation avec une multiplication. Je retourne à l'écran. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire avec les différents trucs. Pour le filtre, on va multiplier les coefficients. Ce qu'on va appeler les coefficients, c'est W. Les coefficients, ce sont les points qui vont être calculés sur la forme d'onde idéale du filtre. On va appeler ça les coefficients. Puis on va multiplier par chacun des points numérisés du signal filtré, du signal à filtrer. Fait qu'on va prendre le signal, tous les points du signal, xn, xn-1 et jusqu'à machin truc, puis on va les multiplier chacun à leur position respective durant le calcul. On va les multiplier avec la forme de la réponse en fréquence, puis on va additionner toutes ces multiplications-là ensemble pour donner un seul point, le nouveau point. OK? Donc, si on regarde le circuit qui donne ça, on a ici des bascules. OK? Les bascules qui vont, ou si vous préférez un élément mémoire, hein, c'est un tableau de mémoire. Ça, c'est mon point qui arrive. Ça, c'est le point précédent. Ça, c'est le deuxième point précédent, troisième point précédent, quatrième point précédent et cinquième point précédent. Donc, c'est tous les points qui ont été mémorisés dans une mémoire. Puis, chacun de ces points-là, je les multiplie par mon coefficient. OK? On le modélise comme étant un ampli parce que c'est une multiplication. Donc, le coefficient, c'est comme si c'était un gain. Je pondère d'une certaine façon chacun des points en fonction, chacun des points d'entrée mémorisés par ce coefficient-là qui correspond à un point sur cette forme d'onde-là. Chaque coefficient va être pris sur cette forme d'onde-là. OK? Et ensuite, je les additionne. Et ça me donne mon nouveau point filtré qui est vis-à-vis. Je retourne au tableau. Mon nouveau point filtré est vis-à-vis le point que je viens de prendre. Donc, si mon dernier point que je viens de prendre, c'est X0, mon point généré va être P0. OK? Si mon point, c'est celui-là ici, ben ça serait peut-être plus celui-là parce que tous les autres ont été passés. Donc, si mon point, c'est celui-là ici, ben le point résultant filtré va être vis-à-vis ce point-là. OK? OK. Donc, ça, c'est vraiment la forme, la topologie d'un filtre FIR. Filtre à impulsionnel. Non, c'est quoi?
Finite Impulse Response. Excusez. Donc, Finite Impulse Response. Donc, c'est une réponse impulsionnelle finie. Pourquoi qu'on dit finie? Ça veut dire que la réponse, elle va, à un moment donné, elle va arrêter d'osciller. Si vous regardez ce que ça donne, hein, et ça arrête. Il y a des filtres à réponse impulsionnelle infinie. La plupart des filtres à impulsionnelle infinie ont une rétroaction dans le signal. Si vous regardez ici, il n'y en a pas de rétroaction. On s'en va tous vers la droite. Tout s'en va de même. Il n'y a pas de retour qui rentre dans le système. Donc, à cause de ça, ben, toute la réponse d'impulsion du filtre va être définie par ses coefficients, mais il n'y aura pas un signal ici qui vient rentrer dedans, qui va rentrer à nouveau dans le système, puis qui pourrait faire en sorte que ça s'emballe, ok? Ou que ça s'atténue plus vite. On peut avoir les deux cas. En fait, c'est ce qu'on fait avec les filtres à impulsionnel infini, les IIR, Infinite Impulse Response. Les IIR, ce qu'on fait, c'est qu'on va, au lieu de s'assurer qu'il s'emballe, on fait l'inverse, on s'assure qu'il s'atténue plus vite. Donc, souvent, on a une meilleure réponse avec les IIR. Par contre, c'est plus touché de sortir les maths du filtre. Sauf si on fait des petits filtres simples. Puis ça, vous allez voir ça dans d'autres cours, là. Moi, je vais juste dans les complexités. Non, c'est pas vrai. C'est parce que je veux que vous compreniez, ça existe dans le monde de l'électronique et vous allez sûrement avoir à travailler avec des gens qui travaillent avec des filtres numériques. Ben, vous allez savoir de quoi on parle lorsque vous allez les voir. Okay? Puis vous allez pouvoir même en fabriquer en utilisant des formules déjà faites. Ben, vous pouvez en fabriquer des filtres. Donc, c'est ça le but du cours en tant que tel. Donc, ça, c'est la forme d'un FIR. C'est la forme directe. On prend l'équation ici, puis on la code. Hein. On voit bien là que c'est W0 fois XN. Donc, ça, c'est mon XN fois W0. Puis ça serait mon XN-1, XN-2, XN-3, XN-4, XN-5. Donc, on voit bien que je vais avoir XN-1 ici fois W1, XN-2 fois W2, ainsi de suite. Et tout ça va être additionné. C'est exactement la forme d'onde qui est ici. Par contre, c'est pas une forme qui est très rapide. Parce que à chaque fois que je décale un nouveau point, que je viens chercher un nouveau point, le point qui est ici, là, après un autre coup d'horloge ou un autre échantillon, ben, je vais avoir un nouvel échantillon ici, puis l'échantillon d'avant va tasser d'un cran ici. Puis en fait, tous les échantillons vont décaler. Ça, c'est un registre à décalage. Carrément. Donc, je vais décaler tous les points. Puis, va falloir que je refasse une multiplication de chacun, puis que je réadditionne chacun. Alors, on a trouvé un moyen de faire ça autrement. On appelle ça la transposée de la formule. On a transposé la formule pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'on rajoute un point, on précalcule. Vous voyez que le X0 ou le XN, je vais l'appeler XN, il devient un XN-1, puis il devient un XN-2 deux coups d'horloge plus tard, un XN-3 trois coups d'horloge plus tard, un XN-4 quatre coups d'horloge plus tard. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce XN-là, puis on va tout de suite y faire calculer tous ses coefficients, puis on va aller le porter à chacun des endroits tout de suite pour faire la sommation au bon moment par la suite. Donc, on va précalculer, si on veut, chacun de ces coefficients. Ça donne une forme transposée. Ça donne ceci. À chaque fois que j'ai un nouveau point, je précalcule mes coefficients. Là, ici, W devient B. Là, excusez, c'est parce que j'ai pris des images sur Internet. Et ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de faire une multiplication seulement, puis un coup d'horloge seulement pour avoir mon résultat. Alors qu'ici,
Ça, j'ai un délai de propagation de la mort pour avoir une valeur rapide ici. Fait que c'est impossible. Tandis que là, si vous regardez le délai de propagation, j'ai juste une multiplication, une addition, schlac, je tombe dans une bascule. Donc, mon délai, c'est seulement ça ici. J'ai pas plusieurs sommateurs ou plusieurs multiplicateurs en cascade. Ils tombent tous, chacun fait un calcul et tombe dans un élément mémoire qui serait des bascules. Okay? On va voir ça plus tard, tantôt. C'est ce qu'on appelle, justement, chacun de ces modules-là, c'est ce qu'on appelle des multiply, accumulate. Multiplication, addition. Multiply, accumulate. MAC. J'en ai parlé au début de la session, des modules qui sont des MAC. Les DSP sont spécialisés pour ça, ou tout ce qui sert à faire du DSP, du Digital Signal Processing, tout ce qui sert à faire du DSP va avoir, j'espère, va avoir des Multiply Accumulate Modules, donc des MAC. Les MAC vont permettre justement de faire des calculs rapides pour ce genre d'équation-là, donc multiplication avec un gain ou un coefficient et additionner toutes ces valeurs-là ensemble. Parce que on utilise ce principe de convolution-là dans tout, ou presque tout. Ou en tout cas, ça revient tellement souvent dans le traitement de signal parce que on prend un signal d'entrée, puis on le juxtapose à une fonction de transfert qu'on a modélisée en mathématiques, puis on a modélisé en numérique. Donc, si on fait toujours ce principe-là, que ce soit pour des filtres ou n'importe quoi, on va utiliser toujours cette forme d'équation-là. Fait qu'on a besoin des MAC partout ce qu'on fait du Digital Signal Processing. À cause de ça, ben c'est pour ça que vous voyez des DSP qui sont spécialisés à faire ça, mais on a aussi des FPGA qui ont aussi des MAC, puis il y en a plusieurs qui ont des MAC parce qu'on fait du Digital Signal Processing avec des FPGA. C'est ça l'idée. OK? Donc, la sortie d'un filtre FIR donne une oscillation. Ouais, ça c'est le résultat non idéal. Ce que je veux vous retenir là, jusqu'à maintenant, là, c'est la forme transposée. C'est ce qu'on va utiliser pour faire nos propres filtres. On va utiliser la forme transposée qui est ici. Donc, ça et ça donne la même chose. Ça, puis ça, c'est la même équation, sauf que celle-là, la forme du circuit est beaucoup plus rapide. Okay? Dans le fond, ce qu'on peut voir, c'est qu'au lieu de décaler le signal d'origine dans le temps avec des bascules, on a déplacé la bascule ici. Donc, on va précalculer la multiplication et l'addition, puis on va... l'addition, ça dépend. Ici, j'ai pas d'addition à faire, mais ici, j'en ai une. Donc, on va précalculer cette partie-là, puis on va la mémoriser dans un registre. Donc, chacun ici, ce sont des bascules qui sont des registres, en fait, parce qu'on a plusieurs bascules dans un truc de même. Pour être capable de stocker une donnée, une valeur numérique, ça prend plusieurs bits, donc ça prend un registre. OK. Donc, la sortie d'un filtre FIR donne une oscillation d'amplitude sur la réponse en fréquence. Donc, on a vu qu'un filtre idéal, il n'y a pas d'oscillation. La bande passante est flat, puis la bande de stop, la bande d'atténuation, elle est flat aussi. Mais comme on n'est pas dans un filtre idéal lorsqu'on le numérise, ce qu'on va avoir, c'est une légère oscillation de la sortie. Le signal filtré sera pas flat, puis flat en fréquence. Ça veut dire que à certaines fréquences, il va y avoir un petit gain un petit peu plus élevé, puis une autre fréquence va être un petit peu plus bas, même si on est dans la partie bande passante. Il va y avoir ce qu'on appelle une oscillation en français ou un ripple en anglais. Donc, on va le voir, on va voir des graphiques tantôt. Puis, même chose dans la bande atténuée. La bande atténuée, on va avoir une légère oscillation en fonction de la fréquence qu'on regarde. L'amplitude ne sera pas fixée à 0, première chose.
elle va avoir une amplitude qui va varier en fonction de la fréquence où est-ce qu'on est en train de regarder. Je vais y revenir tantôt avec le graphique. Mais on appelle ça un ripple. OK? Donc, aussi, la fonction mathématique du filtre idéal, donc sinc x ou sin x sur x, opère sur des points futurs du système. OK? Ce qui est corrigé en faisant une translation. Bon, je vous ai parlé tantôt que c'était mathématiquement impossible. On avait des points futurs. Les points qui sont ici, c'est des points qui sont pas encore arrivés. Donc, comment on fait pour faire un calcul sur des points qui n'existent pas? Ben, on attend qu'ils arrivent, puis on décale. La sortie va donc être décalée d'un certain délai dans le temps. On n'a pas le choix. OK? Fait que si on veut que le délai, si on parle de quelque chose d'acoustique, si on veut que ce délai-là soit très faible, ça prend des fréquences de calcul, des fréquences d'échantillonnage très élevées. OK? Pour être capable de faire ça, pour pas que ça paraisse à l'oreille qu'il y ait un délai. Donc, dans le fond, c'est qu'on déplace le zéro, on le déplace dans le temps pour qu'il soit un peu plus loin, ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir évidemment un délai dans le calcul. Mais c'est nécessaire pour qu'on se rapproche le plus possible de l'idéal. OK? Donc, on décale, on fait une translation dans le temps du signal de la réponse en fréquence. Puis, on utilise uniquement la portion de la réponse impulsionnelle théorique. Donc, c'est une adaptation en pratique pour que ça marche. OK? Ça, c'est vraiment des affaires d'ingénieurs. Les ingénieurs font ça. Quelque chose qui est théorique, puis ça n'a pas de bon sens en théorie parce que ça n'a pas de logique dans le réel. Ben, les ingénieurs vont adapter ça pour que ça marche. Ils vont faire quelque chose, ils vont trouver une solution pour que ça fonctionne dans le réel. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait. On est parti de la mathématique idéale, puis on l'a adapté pour que ça fonctionne avec de la mathématique pratique. Donc, on va faire un exemple. En fait, c'est cet exemple-là que vous devriez coder dans le cours, sauf qu'on n'aura pas les mêmes fréquences, on sera pas autour de fréquence d'échantillonnage à 2 kHz, là, c'est pas assez rapide, c'est vraiment trop lent. Ça serait bon pour faire un filtre avec des températures, mais pour faire un filtre plus dans l'audible, donc ça va prendre quelque chose qui va être beaucoup plus rapide que ça. Mais c'est pas grave, on va voir l'exemple qui est ici. Donc, on a une fréquence d'échantillonnage à 2 kHz, puis on a une fréquence de coupure à 460 Hz. OK? Donc, on va appeler M comme étant l'ordre d'un filtre. Ça, on n'a pas vu ça encore. L'ordre du filtre, ça correspond à le nombre de... Comment je pourrais dire ça? Ça va correspondre d'une certaine façon au nombre de points qu'on va avoir dans le truc. Mais par contre, bon, j'ai vu plusieurs théories là-dessus, là, puis il n'y en a pas un qui fait la même affaire exactement, mais moi, je vais suivre la première chose que j'ai faite. Donc, le nombre de coefficients, c'est l'ordre plus 1. OK, je le répète. Le nombre de coefficients utilisés, le nombre de points qu'on va utiliser, c'est l'ordre plus 1. Ou si vous préférez, l'ordre, c'est le nombre de coefficients moins 1. Je le répète. Vous pouvez le voir aussi comme étant l'ordre, M, est égal au nombre de coefficients moins 1. Donc, le nombre de coefficients est de 21. L'ordre va être 21 moins 1 donne 20. OK? Ou si vous préférez, l'ordre est de 20. Donc, le nombre de coefficients va être de 20 plus 1, donc 21. OK? Je le vois d'un bord ou de l'autre, ça revient à la même chose. OK? Plus la valeur de l'ordre va être élevée, plus la réponse du filtre correspond au filtre idéal. Ce qui veut dire que plus ma pente de coupure va être abrupte. Plus je vais avoir de points, plus je vais être abrupte sur ma coupure. La fréquence de transition,
j'en ai parlé tantôt, ce n'est pas directement la fréquence de coupure, mais c'est une façon de c'est un paramètre qui sert à la calculer. Donc, la fréquence de coupure, c'est la fréquence de transition, c'est la fréquence de coupure normalisée. Ce que ça veut dire, c'est que je prends la fréquence d'échantillonnage par rapport à la fréquence de coupure, puis le rapport entre les deux me donne la fréquence de transition. Donc, si je prends, par exemple, comme c'est le cas ici, j'ai ma fréquence de coupure à 460, puis ma fréquence d'échantillonnage, c'est 2000. Ce qui veut dire que une fois la fréquence d'échantillonnage, ça donne 2000, ben FC va être une fraction de cette fréquence d'échantillonnage-là. Donc, dans le fond, c'est le rapport entre les deux, c'est FC sur F échantillonnage va nous donner la fréquence transitoire. Donc, la fréquence transitoire, c'est 460 sur 2000, ce qui donne 0.23. Donc, on a une fréquence transitoire qui est un rapport de 0.23. L'ordre du filtre, c'est 20. Fait qu'à partir de là, je peux maintenant calculer chacun de mes coefficients en fonction de la fonction d'un filtre idéal. On a vu que c'était sin x sur machin truc, il y avait sin de 2pi f machin truc. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on prend l'équation du filtre idéal, puis on va aller chercher des points, les points qui sont ici sur la forme de la réponse en fréquence du filtre idéal, et on va les répartir. C'est comme si on échantillonnait la réponse impulsionnelle du filtre idéal. OK? Donc, on va répartir nos points de façon égale sur sur sa réponse en fréquence. Puis plus on va avoir plus l'ordre va être élevé, plus les points vont être rapprochés. OK? Donc, plus je vais avoir de points aussi dans mon calcul. Et donc, ma mathématique qui va là-dessus, ça nous donne ce qu'on a ici. Sauf que, si on a un nombre, si n est égal à m sur 2, si on a un nombre impair de coefficients, donc si on a, pour avoir un nombre impair de coefficients, ça veut dire que l'ordre est pair, parce que le nombre de coefficients est toujours l'ordre plus 1. Mais si on a un nombre impair de coefficients, il y a un coefficient qui est en plein sa pointe ici. Mais comme il y en a un sa pointe, il y a un cas particulier. C'est un cas particulier, la pointe. Parce qu'on est comme en plein milieu du miroir que ça donne. Hein? Vous voyez, on a un effet miroir. Ben, à cause de ça, la fonction qui nous permet de calculer les points, c'est une fonction par partie. Donc, si n, le numéro du point ou l'index du point est différent de m sur 2, on prend cette formule-là. Mais si on est directement sur la pointe, donc si n, le numéro du point égale m sur 2, je donne un exemple. Si je suis au point 10, ben c'est 20 divisé par 2. Donc, 20 c'est l'ordre. Donc, 20 divisé par 2 égale 10. Donc, si je suis rendu au point 10, ma formule de calcul, c'est 2ft. Ça me donne le coefficient 10. OK? Donc, les coefficients sont donc, je vais aller vous montrer la feuille Excel, je dois l'avoir encore, je l'espère. Donc, on est capable de précalculer tous les coefficients. Puis ces coefficients-là, ben, on peut les calculer. On a un logiciel, si on est en Arduino, ou si on est en LabVIEW, ou si on est en FPGA, on peut même les faire calculer dans notre circuit ou dans notre code logiciel. Puis, on les fait calculer en fonction, on peut même faire varier, excusez-moi, on peut même faire varier la fréquence de coupure pour donc on doit recalculer les points, les coefficients pour changer la fréquence de coupure de façon live, instantanée dans le code. Il y a moyen de faire ça. La réponse du filtre donne donc si on a ce filtre-là avec les paramètres qu'on a là, ordre 20,
fréquence de coupure à 460 avec une fréquence d'échantillonnage de 2000 Hz, ben ça nous donne, regardez le ripple que je parlais. Comme on n'est pas idéal, on a un petit ripple, donc une petite ondulation autour de 1 dans la bande passante, puis dans la stop band, dans la bande d'arrêt ou la bande de coupure. C'est la bande de coupure qu'on dit en français. La bande de coupure, on voit aussi une oscillation. OK, on la voit très bien. Là, je suis en linéaire. Si je me mets en dB, ou si vous préférez, ça ici, c'est en logarithmique. Des dB, c'est logarithmique. Donc, on voit que, on a encore une oscillation. Ça paraît un peu moins l'oscillation de la bande passante, mais on la voit quand même, là, mais un peu moins évident. Donc, le fait d'utiliser un filtre non idéal rajoute une oscillation. Ou un ripple en anglais. OK? Donc, on voit très bien l'oscillation. On corrige ce détail-là en pondérant chaque coefficient par un facteur de correction. C'est comme si on mettait des lunettes pour corriger l'oscillation qui est ici qu'on veut pas, ou pour corriger celle qui est en bas. Ça dépend toujours de ce qu'on veut. On peut mettre une correction. Fait qu'on va corriger les coefficients pour arriver à avoir moins d'oscillation ou pas d'oscillation du tout. Donc, le vecteur des valeurs de pondération est appelé une fenêtre. Donc, les vecteurs c'est d'autres coefficients. Les coefficients de correction, ce sont c'est une pondération pour chacun des coefficients du filtre. On appelle ça une fenêtre. OK? Puisque c'est comme si on plaçait les coefficients dans une fenêtre de correction. OK? Pour l'exemple, on utilise la fenêtre de Hamming. Vous allez voir ça dans tout ce qui est système qui applique un filtre ou même pour une transformée de Fourier, on va faire des correctifs et on va utiliser toujours à peu près les mêmes correctifs. Puis ça, c'est des mathématiciens qui ont inventé leur type de correction différentes. Ils ont chacun leurs avantages. Donc, on a Hamming, on a une fenêtre triangulaire, donc il y en a plusieurs sortes de fenêtres, là. Je vais avoir un tableau un petit peu plus bas avec la formule de chacune des fenêtres. Mais ici, on va appliquer, juste pour l'exemple, une fenêtre de Hamming. Donc, la fenêtre de Hamming, la formule mathématique pour sa correction, c'est ça ici. Donc, c'est la formule de la fenêtre. Encore une fois, c'est en fonction du point. Le numéro du point, c'est N. Puis l'ordre du filtre, qui est M. Donc, la correction, ben, ce sont des points sur la forme de l'onde corrective. Donc, ça nous donne ceci. Ça, c'est la fenêtre. Donc, l'équation de la fenêtre nous donnerait un signal qui ressemble à ça. Et ça, c'est notre signal de réponse en fréquence numérisé. On voit bien le sin x sur x. OK? Puis, on multiplie chaque point par la correction, la fenêtre, ce qui nous donne une nouvelle fenêtre, pas une nouvelle fenêtre, mais un nouveau paramètre de filtrage, ou une nouvelle réponse en fréquence corrigée. Donc, on voit que ça ressemble beaucoup à sin x sur x, mais elle est légèrement différente. Si vous comparez des points, là, il y a des points qui sont moins hauts, d'autres qui sont plus hauts, et ainsi de suite. Ça fait une légère correction. Et voici ce que ça donne. On a la version originale sans le fenêtrage de Hamming. Puis on a en rouge celle qui est corrigée par Hamming. Il n'y a plus d'oscillation. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est que, regardez, la pente de coupure est beaucoup plus abrupte dans la version non corrigée que la version corrigée. Donc, ça nous permet d'avoir une réponse en fréquence plus flat, toujours égale, conforme. Par contre, ça diminue
la descente, la rapidité à laquelle on coupe. OK? Ça, c'est la fenêtre de Hamming. On a d'autres fenêtres, puis on le voit aussi en oscillation. Donc, en vert, on a toujours de l'oscillation, même la version corrigée par la fenêtre. Par contre, on descend plus bas. L'oscillation est plus basse. Okay. Voici quelques fenêtres différentes. Donc, on a la Hamming qu'on a vu tantôt. Vous avez Hanning, Bartlett, puis Blackman. Puis vous avez la rectangulaire. Rectangulaire, c'est pas de fenêtre du tout. Okay? C'est fait x1, fait que ça change rien. Fait que si vous voulez rajouter une fenêtre en tout temps, ben vous pouvez rajouter la fenêtre rectangulaire. Ça vous permet de l'enlever, de la bypasser en faisant une multiplication par 1. Okay? Mais vous mettez votre boîte pareil, votre sous-VI de fenêtrage. Vous pouvez le mettre, puis choisir une fenêtre rectangulaire. Comme ça, ben, tout est beau. Donc, qu'est-ce que ça donne? Voici la forme d'onde de chacune. Donc, on voit bien la rectangulaire, c'est 1. Puis, Bartlett, qui est en vert. Donc, Bartlett, c'est ce qui donne un triangle. Vous avez Hanning et Hamming qui sont très proches l'une de l'autre. C'est la bleue puis la turquoise. Ils sont très proches. Puis d'ailleurs, ils ont quasiment le même nom. Il y en a un qui s'appelait Hanning avec un N, des N, puis l'autre c'était Hamming avec des M. Ça la donne de même. Puis il y a Blackman qui est un peu différent, qui est la mauve, l'espèce de mauve magenta. C'est-tu magenta le nom? Je me souviens plus, mais en tout cas, peu importe. C'est pas bien grave. Fait que ça, c'est les formes de fenêtrage qu'on va avoir et chacune ont des corrections différentes. Ce qu'on se rend compte, c'est que la Blackman, qui est en espèce de mauve pâle, c'est celle qui a le plus de coupures et qui va descendre le plus bas. Blackman, c'est celle-là ici. Là. Elle va descendre vraiment plus bas, donc elle va avoir une bande atténuée qui est beaucoup plus atténuée, mais il n'y en a pas une qui corrige tout l'oscillation. Ça, ben oui, il y en a une. C'est Bartlett. Bartlett va corriger l'oscillation de la bande atténuée. Ne corrigera pas nécessairement l'atténuation dans la bande passante, mais va corriger beaucoup l'oscillation, l'oscillation dans la bande atténuée. Donc, ils ont des avantages différents. Fait que selon vos besoins, vous choisissez celle-là que vous voulez. OK? J'arrête ça là, puis on va faire une autre vidéo tantôt. Bye bye.